j'ai mis en introduction, là, à côté, à gauche de Une histoire de l'astronomie, le frontispice d'un ouvrage du XVIIe siècle qui est paru en 1651. C'est d'un jésuite astronome très important qui s'appelait Jean-Baptiste Riccioli et qui a dessiné comme frontispice vraiment un des plus beaux de l'astronomie, d'un ouvrage majeur qui s'appelle L'Almagestum Novum. Et là, vous voyez, on pourrait gloser pendant des heures sur ce frontispice, mais vous voyez une muse qui est en train de peser avec une balance deux systèmes cosmologiques et qui penche étrangement d'ailleurs vers un système dont nous allons parler, qui est celui de Tycho Brahe, et qui ne penche pas vers le système de Copernic, qui est pourtant celui qui est le plus réel physiquement. Et au pied, vous en avez un troisième, là, qui est complètement au sol, c'est le système de Ptolémée. Ce frontispice traduit bien toutes les questions qui vont tirailler les astronomes à partir du XVIIe siècle. Mais avant d'en arriver là, on va faire quand même des rappels sur les débuts de l'astronomie. Là, on est grosso modo, on va dire, au premier millénaire avant Jésus-Christ, et on a deux civilisations que vous connaissez qui vont avoir un rapport, on va dire, très différent à l'astronomie, les Babyloniens et les Égyptiens. Alors, les Babyloniens, eux, on a vraiment découvert leur astronomie, vous allez le voir, qu'à la fin du 19e siècle. Ce que l'on sait, c'est que vous voyez sur la carte, les Babyloniens occupent une partie de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak et de l'Afghanistan actuels. Et on a des villes très connues, évidemment, comme Babylone et Nippur. Et ce que l'on sait de cette astronomie babylonienne, qui est antérieure, vous l'avez compris, à l'astronomie grecque, c'est qu'à cette époque-là, on a absolument distingué qu'il y avait deux types d'astres dans le ciel, des astres fixes, c'est-à-dire les étoiles, et des planètes, que les planètes dans le ciel, que l'on voit à l'œil nu, ne se déplacent que dans une certaine zone qui s'appelle le zodiaque. On a également identifié que les Babyloniens utilisaient le gnomon et un cadran solaire rudimentaire qu'on appelle le polos pour faire leurs mesures. Alors, en fait, notre connaissance, si vous voulez, de l'astronomie babylonienne, elle est assez récente. Pendant longtemps, on a attribué la naissance de la science, au point de vue général, aux Grecs. On parlait de Thalès, donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. On parlait du miracle grec. Et dans la moitié du XIXe siècle, eh bien, un équivalent de Champollion, en quelque sorte, qui s'appelait Sir Henry Rawlinson, a déchiffré en Iran une inscription fondamentale qu'on appelle l'inscription de Behistun. Et cette inscription de Behistun, un peu comme la pierre de Rosette qui se trouve au British Museum, donnait plusieurs écritures, et grâce au déchiffrement de Rawlinson, on a pu comprendre le babylonien. Donc oui, c'est cette écriture qui est faite sur des tablettes d'argile que l'on passait ensuite au four. Et donc les Européens, dans la seconde moitié du XIXe siècle, vont entreprendre des fouilles archéologiques considérables en Iran et en Irak actuel et vont ramener dans leur musée, alors au Louvre, au British Museum, en Allemagne, des milliers et des milliers de tablettes babyloniennes. Et on va s'apercevoir que ces tablettes babyloniennes, donc vous avez un exemple ici, eh bien une petite quantité sont des tablettes astronomiques, et on va comprendre au début du XXe siècle que certaines de ces tablettes babyloniennes, qui datent, vous voyez, du 1er siècle avant Jésus-Christ, sont des éphémérides. C'est-à-dire que ce sont des quantités qui vous donnent jour après jour la position du Soleil, de la Lune et des planètes dans le ciel. Ce qui veut dire que les Babyloniens, au moins au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont des théories sur le mouvement des planètes suffisamment précises pour pouvoir prévoir à l'avance leur position. Alors, on est capable aussi de prévoir les éclipses, on est capable de prévoir des conjonctions entre planètes, leur lever, leur coucher. Par contre, on n'a aucune idée, encore à ce jour, de la théorie d'où sortent ces positions. C'est comme si vous aviez aujourd'hui, vous tombiez sur une éphéméride de l'Institut de mécanique céleste, vous allez voir les positions du Soleil et de la Lune, mais vous ne savez pas d'où sortent ces positions. On est dans ce cas-là avec les Babyloniens. Ce sont des théories babyloniennes qui vont durer
qui vont être utilisées au moins jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère. Donc, ce sont des théories extrêmement élaborées et on sait qu'elles ne font pas appel à des modèles géométriques comme les Grecs. Les Babyloniens utilisent des modèles purement numériques, comme des fonctions, si vous voulez, y égale f de x. Alors, c'est donc une astronomie extrêmement élaborée et les Babyloniens vont transmettre aux Grecs, on ne sait pas comment, on sait qu'il y avait des contacts dans l'Antiquité entre les deux, évidemment, civilisations, mais il va y avoir une transmission de ces données, de ces constantes babyloniennes aux Grecs. Donc, une partie de l'astronomie grecque est un héritage de l'astronomie babylonienne. Ça, c'est une grande découverte de l'histoire des sciences du début du XXe siècle. De son côté, les Égyptiens vont vivre plusieurs millénaires, grosso modo de moins 4000 au début de notre ère, totalement enclavés, on va dire confinés, dans leur vallée du Nil, sans absolument aucun rapport scientifique avec les Grecs ou les Babyloniens, vont se faire conquérir par les Romains brutalement. Et on n'a aucune observation égyptienne. On ne dispose aujourd'hui d'aucun document attestant l'observation d'une éclipse, d'une occultation ou d'un phénomène remarquable. Rien, strictement rien, c'est le néant total. L'astronomie égyptienne est extrêmement rudimentaire. Elle se résume à 2 points. D'abord, la division de l'année dans un calendrier qu'on appelle le calendrier vague de 365 jours. Donc, pourquoi vague? Parce qu'évidemment, vous le savez, l'année des saisons est un peu plus longue que 365 jours, donc ils vont avoir un calendrier dérivant qu'ils vont utiliser pendant des millénaires. Et on leur doit également la division du jour en 24 heures. Ça, on l'a découvert, encore une fois, au début du XXe siècle, lorsqu'on a découvert dans des cénotaphes des dessins qui montrent des horloges stellaires, comme vous pouvez en voir une ici. Vous voyez des personnages sur des barques avec des étoiles au-dessus, et on sait que ces horloges stellaires eh bien, étaient utilisées par les prêtres pour déterminer l'heure la nuit. Et si vous voulez, si vous intéresse, on pourra y revenir à la fin. C'est grâce à eux que l'on a donc découpé le jour en 12 parties et la nuit en 12 parties. Donc, la division, si vous voulez, duodécimale de la journée et de la nuit, en fait, est liée à une division décimale de leur calendrier. Donc, les 2 apports des Égyptiens sont quand même assez minimes. Année de 365 jours et division du jour en 24 heures. Alors, le calendrier égyptien, lui, qui va être en usage évidemment pendant à peu près 4000 ans, même un peu plus, c'est un calendrier divisé en 3 saisons. C'est un calendrier non astronomique. Et vous voyez, saison d'inondation, saison de la végétation, saison des récoltes. Donc, chaque mois est divisé en 3 périodes de 10 jours, qu'on appelle des décades. Décade qui vient du mot décan. Le décan, ce sont des groupes d'étoiles qui servaient à indiquer l'heure la nuit. Ça persiste toujours si vous êtes fanatique, ce que je n'espère pas, des horoscopes. Vous connaissez votre signe et votre décan, ben ça vient de là. Donc, on avait 12 mois de 30 jours et 5 jours supplémentaires qu'on ajoutait à la fin de l'année, qu'on appelait les jours épagomènes. Et tout ça va être balayé, évidemment, quand les Romains vont envahir l'Égypte et vont imposer leur calendrier. Alors, pendant longtemps, je l'ai dit, on a pensé que l'astronomie, c'était né avec les Grecs. Et en particulier, on faisait remonter la haute antiquité de l'astronomie à Thalès et notamment à 2 autres philosophes qui sont, vous le voyez, Platon et Aristote. Je vous rappelle qu'il y a une filiation entre ces personnages. Platon est l'élève de Socrate et Aristote est l'élève de Platon. Donc vous avez Socrate, Platon, Aristote. On ne peut pas considérer Platon et Aristote comme des astronomes. Ce sont plutôt des philosophes, mais qui vont, notamment Aristote, par leurs écrits, figer à la fois l'astronomie et les mathématiques et la physique pour près de 16 siècles. Il y a donc deux concepts très importants à retenir qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on retrouve dans les écrits d'Aristote, que vous pouvez lire, notamment son traité du ciel. D'abord, le monde, la Terre est au centre du monde, elle est absolument fixe et immobile, tout tourne autour d'elle, la Terre est le centre total des révolutions. Les astres décrivent autour de la Terre des mouvements circulaires et parfaitement uniformes, et le monde est divisé en 2 parties. Ce qu'on appelle le monde sublunaire,
c'est-à-dire le monde qui est situé entre l'orbe de la Lune, vous voyez là à droite, là, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, voilà l'orbe de la Lune ici, et puis la Terre qui est au centre, eh bien, tout ce qui est là entre l'orbe de la Lune et la Terre, ce qu'on appelle le monde sublunaire, on pense que c'est là que se trouve la Voie lactée, les comètes et tous ces phénomènes qu'on ne comprend pas en fait. Hein. Et au-delà de l'orbite de la Lune, ce qu'on appelle le monde supralunaire, c'est là que gravitent les planètes et à la fin les étoiles. C'est un monde qu'on appelle parfait, qu'on qualifie de parfait, d'incorruptible, où il ne se passe strictement rien. Ce détail, entre guillemets, mérite d'être souligné. Comme il ne se passe rien, pendant très longtemps, au moins jusqu'au XVIe siècle, on ne va pas observer le ciel. Pourquoi observer le ciel? Puisqu'il ne s'y passe rien. Ça sera un des grands apports, on va le voir, de Tycho Brahe, d'avoir le premier, en plus avec l'aide du hasard, d'avoir montré que les cieux ne sont pas immuables. Donc on a à la fois ce monde divisé en deux parties, et puis ces mouvements circulaires uniformes. Alors, ça pourrait paraître étrange à certains d'entre vous qu'on ait ce concept de sphère. Vous voyez que j'ai représenté ici la Terre parfaitement sphérique. On sait au moins depuis le IVe siècle, voire 5e siècle avant Jésus-Christ, que la Terre est ronde. Et le principal argument dans la faveur de cette sphéricité de la Terre sont les éclipses, en particulier les éclipses de lune. Je rappelle que tous les 6 mois, on a sur Terre des éclipses de soleil suivies ou précédées d'éclipses de lune, qui ne sont pas forcément visibles en un lieu. Et vous savez que pendant une éclipse de lune, c'est donc la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre, elle y reste plongée à peu près 1 heure, 1h30. Et là, ce que vous voyez sur cette image, c'est donc une photographie successive de la Lune qui est forcément pleine, et elle rentre, vous le voyez, dans l'ombre de la Terre, elle y reste plongée, elle prend une coloration rouge brique, et ensuite elle ressort. Et ce que vous voyez là, eh bien ça, on comprend dès au moins le IVe siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, que ça, c'est l'ombre de la Terre sur la Lune, et que cette ombre, vous le voyez, est circulaire. Et donc, seul un corps circulaire peut projeter une ombre circulaire. Et c'est comme ça, notamment, que l'on comprend que la Terre est ronde. Alors, on a aussi les arguments comme quoi, quand à l'époque on va de Athènes vers Alexandrie, donc au sud, eh bien, en descendant latitude, on aperçoit au-dessus de l'horizon de nouvelles étoiles, de nouvelles constellations qui ne sont pas visibles plus au nord. Et puis, on a aussi, vous savez, le fameux argument avec le mât des bateaux qui disparaissent à l'horizon. Alors, cette Terre, notre planète, on va mesurer sa circonférence au IIIe siècle avant Jésus-Christ par un astronome, mathématicien, bibliothécaire qui s'appelle Ératosthène et qui travaille à Alexandrie. Alexandrie, fondée, vous le savez, par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est vraiment le grand foyer intellectuel de l'Antiquité. Et on a une bibliothèque qui est fameuse, qui sera détruite plusieurs fois, et Ératosthène y travaille, et il sait évidemment que la Terre est ronde, et il entreprend de mesurer sa circonférence. On ne possède qu'un seul écrit d'Ératosthène, il est écrit sur les constellations, et donc l'expérience que je vous raconte là, elle nous est connue par quelqu'un qui a vécu au moins 5 siècles après Ératosthène, qui s'appelait Cléomède, qui a écrit un traité sur le mouvement circulaire, et c'est grâce à Cléomède qu'on connaît l'expérience d'Ératosthène. Ératosthène nous dit qu'il savait que au sud d'Alexandrie, dans une ville qui était à l'époque pratiquement située sur le tropique du Cancer, qui s'appelle Syène, aujourd'hui ça s'appelle Assouan, vous savez, il y a le fameux barrage, bien dans cette ville, on raconte qu'il y a un puits, et qu'en été, à midi, vous le voyez, on voit, quand on regarde dans le puits, l'image du soleil. Ce qui veut dire que le soleil est au zénith du puits, et ce qui n'est pas le cas à Alexandrie, bien sûr. Alors pourquoi le soleil est au zénith du puits? Parce que, je l'ai dit, Syène se trouve sur le tropique du Cancer. Vous savez que seules les zones qui sont situées entre les deux tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capricorne, peuvent avoir le soleil au zénith. Donc, ce que va faire Ératosthène, c'est qu'il va déterminer d'abord la distance angulaire entre Syène et Alexandrie. Donc, il va engager pour cela, mais on ne sait pas trop s'il les a engagés ou s'il le connaissait d'à côté,
des arpenteurs qui vont compter leurs pas pour estimer la distance entre Sienne et Alexandrie. On appelle ce genre d'arpenteurs des bématistes. On sait que c'était des précurseurs en fait, des géodésiens qui accompagnaient Alexandre dans ses conquêtes. Et donc, il a la distance angulaire, autrement dit, il va dire ça fait tant de kilomètres. Bien, ce n'est pas le kilomètre qu'on utilise, hein, c'est une autre unité à l'époque qu'on appelle le stade. Et il lui faut également déterminer la distance angulaire, par contre, en degrés entre Sienne et Alexandrie, autrement dit, la différence de latitude. Alors ça, c'est très simple. Le jour du solstice d'été, il plante un gnomon au sol à Alexandrie. Ça donne évidemment une très petite ombre, mais grâce à cette ombre-là, il va pouvoir mesurer le complément de la hauteur du Soleil, qu'il estime, vous voyez, à 7 degrés. Et comme vous voyez, on considère que le Soleil est à l'infini, on a deux parallèles qui sont coupés par une diagonale. Donc cet angle de 7 degrés ici représente la différence de latitude entre Alexandrie et Sienne. Et donc connaissant l'angle et connaissant la distance ici en pas, eh bien, il en déduit une valeur du rayon terrestre et donc de la circonférence terrestre. On est donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on pourrait ergoter en disant que on ne connaît pas très bien la conversion du stade en kilomètres, que Alexandrie et Sienne ne sont pas sur le même méridien. Ça, c'est du pinaillage. Je pense que ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est vraiment la simplicité. C'est-à-dire vraiment avec un gnomon et puis une ombre, on arrive à mesurer le rayon d'une planète, c'est incroyable. Sachez que le rayon de la Terre sera l'unité des astronomes jusqu'au XVIIe siècle. On exprime les distances en rayons terrestres. Alors, il y a d'autres astronomes qui feront par la suite cette mesure de la circonférence, qui est très bonne. On estime qu'il y a une erreur de 5 à 10% par rapport à la valeur actuelle. Alors, on a un autre astronome qui est pratiquement contemporain d'Ératosthène, qui s'appelle Aristarque de Samos. Aristarque de Samos, puis on a en grec son traité qui nous est parvenu, qui s'appelle Sur les distances du Soleil et de la Lune. Il va effectivement mesurer la distance Terre-Lune, qui est le seul astre dont on connaît bien la distance dans l'Antiquité. On estime que la Lune est située environ à 60 rayons terrestres de la Terre. Et il va appliquer une méthode pour le calcul de la distance Terre-Soleil. Il part, vous voyez, du principe. Alors, je vais mettre ma flèche. Vous voyez, vous avez le Soleil ici, la Lune et la Terre. Et Aristarque de Samos nous dit que lorsqu'on est au premier quartier, c'est-à-dire à peu près 7 jours après la nouvelle Lune, le triangle Soleil, Lune, Terre est rectangle en L. Et donc, si vous arrivez à estimer cet angle θ, eh bien, vous pouvez, par une petite opération d'approximation, estimer la distance TS. Alors, en fait, Aristarque de Samos n'a pas les moyens techniques de mesurer cet angle θ. Il l'estime à 87 degrés et il en déduit que le Soleil est à peu près à 20 fois plus loin que la Lune. Cette valeur de 20 fois plus loin que la Lune sera utilisée jusqu'au XVIIe siècle. En fait, il s'est lourdement trompé dans l'estimation de son angle θ, d'abord qu'il ne pouvait pas mesurer. En fait, le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune, vous voyez. Donc, c'est vraiment une sous-estimation terrible de la distance Terre-Soleil qui ne sera véritablement connue qu'à partir du XVIIe siècle. Pendant des siècles, on va travailler avec une valeur fausse. Alors, je l'ai dit, le seul astre dont on connaisse bien la distance, c'est la Lune. On a mesuré notamment la distance Terre-Lune pendant les éclipses, où on sait que pendant une éclipse de Lune, grosso modo, c'est 3 fois le diamètre de la Lune qui est plongé dans le cône d'ombre. Et donc, on connaît le diamètre de la Lune qui est à peu près d'1,5 degré. On sait combien de temps elle met à rester dans l'ombre. Donc, par des petits calculs assez simples, on arrive à déterminer cette distance qui est assez bonne. Et puis, grâce à Hipparque, qui est un astronome qui travaille à Rhodes, c'est une île dans la mer Égée, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on sait que Hipparque va découvrir un mouvement fondamental qui ne sera bien interprété que du temps Newton, qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est le fait que l'origine des coordonnées en astronomie qu'on appelle le point vernal, ce point vernal n'est pas fixe dans le ciel, il bouge, et donc cette découverte est due à Hipparque. Et on estime que Hipparque aussi a établi le premier catalogue d'étoiles, mais on ne connaît le catalogue d'Hipparque que grâce à Ptolémée qui va vivre 4 siècles plus tard. Ça va pour l'instant? Ça vous paraît clair?
Bon, alors je continue. Euh, je vois qu'il y a il y a des gens qui font des commentaires. Je ne sais pas si je peux accéder aux commentaires. Bon, on verra plus tard. Ouais, ils ont Euh, juste dit que oui, c'était clair pour l'instant. bon, ben voilà, c'est bien. Alors, j'en reviens en arrière. Je l'ai dit, on s'est aperçu, mais là très très tôt, que dans le ciel, il y avait deux types d'astres. Hein. Des astres fixes qu'on va regrouper en constellations. Donc, le premier catalogue d'étoiles, d'ailleurs, qui nous est parvenu intégralement, il date du IIe siècle de notre ère. C'est celui de Ptolémée, dans son ouvrage L'Almageste. Ptolémée qui a recensé et donc mesuré des positions de 1022 étoiles et qui l'a réparti en 48 constellations. Et parmi ces étoiles, qui sont des astres fixes, on s'est aperçu très tôt qu'il y avait des astres errants, puisque telle est l'étymologie du mot planète. Et là, vous voyez l'exemple d'un astre errant, c'est la planète Mars. Donc, si vous observez Mars à l'œil nu sur plusieurs mois, vous la voyez se déplacer vers l'est par rapport aux étoiles. Vous voyez que ma flèche, elle avance vers l'est, elle ralentit, elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle s'arrête et elle repart. Bien, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation de la planète Mars, qu'on observe aussi pour Jupiter et Saturne, hein, va constituer une des plus grandes énigmes de l'astronomie pendant des siècles. Pourquoi est-ce qu'une planète dans le ciel s'arrête, fait demi-tour et repart? Ça, c'est un vrai mystère. Alors ça, on le sait depuis au moins Platon, et Platon avait dit aux astronomes, ben, expliquez-moi ce mouvement-là à l'aide de mouvements circulaires uniformes. Alors, il revient à Ptolémée d'avoir fait la synthèse de cette astronomie antique en proposant un système cosmologique qui explique aussi ce mouvement de rétrogradation des planètes. Alors voilà ce système cosmologique qui va perdurer au moins jusqu'au XVIe siècle. Donc c'est un système qu'on appelle géocentrique, c'est-à-dire que la Terre est au centre et par ordre de distance, on trouve la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et au-delà de Saturne se trouve une autre sphère qui porte les étoiles. Tout ce système que vous voyez là tourne autour de la Terre en 24 heures pour expliquer le mouvement diurne, c'est-à-dire le lever et le coucher des astres. D'accord ? Par contre, si vous regardez de près une planète comme Mars, Jupiter ou Saturne, vous voyez que Mars ne tourne pas directement autour de la Terre, sur ce grand cercle qu'on appelle un déférent, mais qu'elle tourne sur un petit cercle qu'on appelle un épicycle. Alors pourquoi cette complexité? Eh bien justement pour expliquer que l'on observe à certaines périodes de l'année. On place Mars ici sur un petit cercle, donc un épicycle. On l'a fait tourner sur l'épicycle pendant une certaine période et on fait mouvoir le centre de l'épicycle sur le déférent autour de la Terre. Et quand vous combinez ces deux mouvements, depuis la Terre, vous voyez ceci. Vous voyez la planète se déplacer par rapport aux étoiles, c'est la trajectoire en pointillé. Vous la voyez ralentir, faire demi-tour, ralentir et repartir. Je crois que j'ai une petite application qui vous le montre là. Vous avez la Terre en bleu au centre, vous avez Mars en rouge qui tourne sur son épicycle, pendant que le centre de l'épicycle tourne autour de la Terre sur le déférent. Et vous voyez que depuis la Terre, on a l'impression que la planète avance, fait demi-tour et repart. Donc, grâce à ce système très ingénieux, qui n'est pas de Ptolémée, qui est inventé par un astronome qui s'appelait Apollonius de Perge au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on arrive à parfaitement expliquer le mouvement des planètes dans le siècle. Et donc, l'ouvrage dont j'ai mentionné tout à l'heure, l'Almageste, grande syntaxe qu'on appelle en grec, donc qui est rédigé au IIe siècle de notre ère. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre du génie humain. C'est une synthèse de l'astronomie antique, hein, divisée en 13 livres, écrits évidemment en grec. Et grâce à l'Almageste, au IIe siècle de notre ère, non seulement on sait calculer la position d'une planète dans le ciel, on est capable de vous dire si Mars va être dans le Scorpion ou dans le Verseau, on est capable de vous dire si Jupiter et Saturne, comme c'était le cas il y a le mois dernier, vont être en conjonction, on est capable de prévoir les éclipses de lune, on est capable de vous dire si une éclipse de soleil va être visible comme partielle ou totale à Alexandrie. C'est vous dire le niveau de cette astronomie antique qui atteint à cette époque-là son apogée. Alors, les instruments qu'on utilise à cette époque-là, ce sont évidemment des instruments sans optique, c'est-à-dire qu'on observe à l'œil nu. Jusqu'à Galilée, début du XVIIe siècle,
l'astronomie, c'est uniquement l'observation visuelle, sans instrument d'optique. Le plus ancien, je l'ai dit, qui remonte au moins aux Babyloniens, c'est le gnomon, c'est-à-dire ce simple bâton, vous voyez, planté en terre, dont l'observation de l'ombre méridienne, c'est-à-dire de l'ombre la plus courte à midi solaire, va permettre très tôt de déduire des paramètres fondamentaux pour l'astronomie, comme la latitude d'un lieu. Pendant très longtemps, on exprime la latitude d'un lieu dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, par l'ombre équinoxiale. On dit telle ombre aux équinoxes mesure tant, ça vous donne la latitude. De cette longueur, on va évidemment déterminer la longueur des saisons. Vous savez que les saisons ont des durées inégales. La saison la plus longue, c'est l'été, la saison la plus courte, c'est l'hiver. Eh bien, on va donc en tenir compte dans les modèles géocentriques du Soleil autour de la Terre, avec cette inégalité des saisons qu'on a déterminée grâce à cette ombre méridienne. Et puis, on va déterminer aussi un autre paramètre très important en astronomie, qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique, qui est donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, qui, vous le savez, vaut aujourd'hui 23 degrés 26 minutes. Et c'est cette inclinaison de l'axe de rotation qui est responsable, vous le savez, du phénomène de saison. Donc, c'est vraiment un instrument majeur, alors qu'on va perfectionner évidemment un peu par la suite. Voilà un instrument beaucoup plus élaboré. C'est un instrument qu'utilise Ptolémée donc, à Alexandrie, parce qu'il observe dans cette ville. C'est ce qu'on appelle une sphère armillaire. Donc, ce sont des instruments en bois. Il reviendra à Tycho Brahe d'avoir des instruments recouverts de métal. À l'époque, c'est en bois. Aucun ne nous est parvenu, j'insiste bien. Alors, la sphère armillaire, vraiment là, un instrument beaucoup plus élaboré, puisque ce sont en fait des armilles qui sont mobiles les unes par rapport aux autres. Il y en a une qui représente le méridien du lieu, donc il faut l'aligner sur l'axe nord-sud. Et bien, vous voyez, avec ces deux petites pinules-là, on vise un astre et on est capable, avec ce genre d'instrument, si ça vous intéresse, on pourra en discuter après, de déterminer directement la longitude écliptique d'un astre. Et c'est par exemple avec un tel instrument que Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, va établir son catalogue d'étoiles. Donc, on mesure des coordonnées directes du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles avec cette sphère armillaire. On a également ce qu'on appelle un trichétrum. Donc, oui, c'est cette règle qu'on appelle une règle parallactique. Alors, vous visez ici, voilà une pinule ici, voilà une pinule là. Donc, vous mettrez votre œil ici. Évidemment, vous l'abaissez le long de cette règle et vous êtes capable, en visant un astre, à travers ces deux pinules, de lire ici sur cette règle graduée, là, la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. En général, on fait des mesures de hauteur lorsqu'on a des hauteurs méridiennes, c'est-à-dire des hauteurs à la culmination, puisque c'est de là qu'on peut déduire des constantes fondamentales en astronomie. Alors, cette astronomie grecque va être récupérée à partir du 7e, 8e siècle, lorsque les Arabes vont conquérir un territoire qui va grosso modo aller du Maroc jusqu'à la péninsule arabique. Et donc, on va avoir une première activité, première phase, on va dire plutôt à la fin du 8e siècle. On va avoir une période d'assimilation parce que les astronomes arabes vont tout de suite rentrer en contact avec l'Almageste. L'Almageste va être traduit du grec en arabe et ils vont mettre l'astronomie d'abord dans un certain temps au service de l'islam et de l'astrologie. Là, je vois que j'avais écrit qu'on a début d'activité scientifique à Bagdad. N'oublie jamais que Bagdad a été fondé avec un horoscope. J'y reviendrai. Donc, l'astrologie est toujours un moteur très puissant dans aussi bien le monde gréco-romain que le monde arabo-musulman. Et donc, les Arabes vont s'approprier cette astronomie géocentrique de Ptolémée, vont s'apercevoir qu'il y a des anomalies dans certaines théories de Ptolémée, notamment on a du mal à expliquer la variation d'éclat de certaines planètes. On s'aperçoit qu'il y a des constantes qui ont un petit peu bougé, notamment l'obliquité de l'écliptique. Et les Arabes et les Perses, notamment, vont construire très tôt des observatoires astronomiques. Certains subsistent encore aujourd'hui, c'est celui de Samarcande, qui était un sextant astronomique immense avec un rayon de 40 mètres, enterré, qui permettait de faire des mesures extrêmement précises de la position du Soleil. Donc on a aussi des astronomes arabes qui vont s'emparer de la cosmologie de Ptolémée et qui vont la retravailler. C'est le cas de Al-Battani, de Al-Biruni. Ils vont mathématiser davantage cette astronomie. La fonction tangente, par exemple, quelque chose qui est introduit par les Arabes, mais toujours
jusque à la fin de cette astronomie, qui va péricliter à partir du 14e, 15e siècle de notre ère, ils resteront dans une astronomie géocentrique. Jamais, aussi bien les Perses que les Arabes, ne vont franchir le pas d'une astronomie héliocentrique. Alors, on a, vous le voyez, des différentes phases dans cette astronomie arabo-perse. D'abord, les Arabes vont utiliser les travaux de Ptolémée, je l'ai dit, pour leur religion, pour l'islam, avec notamment le calendrier musulman qui va être à cette époque-là. Vous savez que c'est un calendrier purement lunaire, donc une année de 354 jours. Ils vont s'attaquer au problème de la visibilité du premier croissant de lune, qui est un problème difficile. Donc, ça suppose une théorie du mouvement de la Lune et du Soleil. Ils vont également s'attaquer au problème difficile de la Kaaba, c'est-à-dire que lorsqu'un musulman prie, il doit prier dans une certaine direction, qui est la direction de la Mecque. Et donc, quand vous êtes dans un certain lieu sur Terre, quel est l'azimut de la Mecque depuis Rabat ou depuis le Pakistan? Ce n'est pas la même direction. Donc, c'est un problème de trigonométrie sphérique auquel les astronomes vont s'attaquer. Et puis, on a aussi les problèmes des heures de prière. Vous savez qu'il y a 5 prières journalières dans l'islam qui ont tout un caractère astronomique. Et donc, la détermination de ces heures de prière, eh bien, on va utiliser les travaux de Ptolémée pour le faire. Puis, on va construire des observatoires. Alors, je dis, il y a Samarcande, il y a aussi l'observatoire de Mararé, qu'on appelle de Maraga, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Iran. Alors, quelques mots quand même très rapidement sur comment est-ce qu'on sait tout ça. Parce que lorsque vous achetez un ouvrage d'Aristote ou Ptolémée, c'est quand même des ouvrages qui remontent à la haute antiquité. Donc, on connaît cette astronomie antique par des voies différentes. Alors, pour ce qui est de l'astronomie babylonienne, vous voyez, c'est très simple, c'est des tablettes. Donc, je l'ai dit, c'était des morceaux d'argile sur lesquels on écrivait avec ce qu'on appelle un calame, et on le faisait cuire, et donc ça résiste au temps. Et donc, ces tablettes, elles ont traversé des siècles, vous voyez, depuis, grosso modo, le 7e, 8e siècle avant notre ère jusqu'à maintenant, elles nous sont parvenues intactes. Pour ce qui est de l'astronomie qu'on appelle hellénistique, c'est-à-dire grosso modo du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la romaine tardive, 8e siècle, on a utilisé, enfin, on connaît cette astronomie par à la fois 2 types de sources, des papyrus qui ont été notamment conservés dans le désert, protégés par le sable, de la pluie, du vent, de l'érosion, et ça nous est parvenu direct aujourd'hui, au début du XXe siècle. Et puis, on a certains manuscrits grecs qui sont passés. Alors, par exemple, on va prendre Ptolémée. L'Almageste, c'est connu, donc c'est écrit au IIe siècle de notre ère. Mais évidemment, on n'a aucun manuscrit de l'Almageste. On ne connaît les auteurs de l'Antiquité que par des manuscrits tardifs, parce qu'il y avait une fonction de recopiage. Alors ça fera aussi l'objet d'une autre cours. Pour aller très très vite, les manuscrits grecs, on les connaît par 2 voies, ou bien par la traduction arabe et perse. C'est comme ça que, par exemple, Copernic, au XVIe siècle, va connaître Ptolémée par une traduction arabo-latine. Et puis, on a un phénomène très important qui se passe au 9e, 10e siècle, qu'on appelle la translittération, c'est-à-dire c'est un changement radical d'écriture, à la fois grecque, mais également latine. Notre écriture actuelle, qu'on appelle l'écriture cursive carolingienne, eh bien, date de cette époque-là. Et donc, on connaît les manuscrits, enfin, cette astronomie grecque par cette voie grecque directe. Donc, mais la plupart des auteurs de l'Antiquité nous sont connus par des voies arabo-latines et un peu moins par des voies directes grecques. Et puis, évidemment, l'apparition de l'horlogerie au XVe siècle va complètement bouleverser la donne et va nous permettre de diffuser largement ces connaissances astronomiques. À la fin du Moyen-Âge en Occident, on est dans une impasse. On n'observe pratiquement pas le ciel. Et l'astronomie n'est pas tellement utilisée. Elle est utilisée uniquement dans des fonctions horoscopiques. Je l'ai dit, l'astrologie va être au moins jusqu'au XVIe, XVIIe siècle un moteur extrêmement puissant. Évidemment, aujourd'hui, on la juge, et à juste titre, avec un certain mépris, mais il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. On pense à l'époque que les astres influencent la vie des gens, et donc les puissants font appel à des astrologues. L'astrologie est une aide à la prise de décision politique.
Et si vous êtes médecin en plus, au Moyen-Âge, vous êtes obligatoirement astrologue parce qu'on soigne en fonction de la position des planètes dans le ciel. Donc c'est un moteur très important. Et pour prévoir la position des planètes dans le ciel, ben, il faut des tables et pour connaître leur position. Les tables astronomiques constituent le but ultime de l'astronomie pendant très 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 longtemps. Même jusqu'au 19e siècle, 20e siècle, on a des bureaux, même encore aujourd'hui au 21e siècle, on a des bureaux qui sont strictement chargés de la position des planètes dans le ciel. Alors, le grand bouleversement, il apparaît au début du XVIe siècle avec un astronome qui s'appelle Nicolas Copernic, qui en 1515 va faire circuler dans un petit cercle auprès de ses amis son hypothèse que les planètes tourne autour du Soleil. Donc c'est un renversement de situation de la Terre qui occupait jusque-là une situation absolument privilégiée. Et Copernic est un astronome, je trouve absolument extraordinaire. Sylvain a dit tout à l'heure qu'il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle le De Revolutionibus. Le De Revolutionibus va paraître en 1543, l'année même de sa mort. Et évidemment, c'est un texte extrêmement audacieux, composé de 6 livres, donc écrit en latin, bien sûr, c'est la langue de communication scientifique de l'époque, qui a été traduite pour la première fois d'ailleurs en français, Sylvain l'a dit, en 2015. C'est un travail de longue haleine qui a été fait par une équipe pluridisciplinaire de l'Observatoire de Paris. Donc si vous voulez lire du Copernic, ben, je vous engage vivement à acheter aux belles lettres ce chef-d'œuvre majeur de Copernic, qui est donc le De Revolutionibus. Alors c'est un ouvrage très difficile, hein. Je vous dis tout de suite, vous pourrez lire le premier livre sans problème. Les autres livres de Copernic, qu'on appellerait aujourd'hui des chapitres, ne sont accessibles que si vous connaissez bien Ptolémée. On ne peut pas lire Copernic si on ne connaît pas l'astronomie antique, alors qu'on peut lire Newton et ses Principia sans connaître ce qui s'est fait un petit peu auparavant. Vous voyez, il y a quand même un changement très important à cette époque-là. Alors, ce qui est le plus connu chez Copernic, c'est évidemment, vous le voyez, le changement de statut de la Terre. Copernic, le premier, dit que le Soleil est au centre du monde et que les planètes tournent autour. Donc Copernic est le premier à mettre la Terre en mouvement. Copernic dit que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours. Donc ce changement de statut de la Terre permet pour la première fois, d'expliquer simplement les mouvements du Soleil dans le ciel en supprimant les épicycles, du moins les grands épicycles, parce que Copernic conserve les petits épicycles pour expliquer des inégalités dans le mouvement. Mais surtout, pour la première fois, vous voyez, il y a un lien entre la distance d'une planète au Soleil et sa période de révolution. Plus vous vous écartez du Soleil, plus une planète met du temps à tourner autour, ce qui n'est pas le cas forcément, c'est Ptolémée. Donc, on va voir le Soleil, Mercure qui tourne en 90 jours, Vénus, étoile du Berger, la Terre, Mars en 2 ans, Jupiter en 12 ans, Saturne en 30 ans. Et évidemment, Copernic, qui avait mis en frontispice de son ouvrage que cet adage bien connu, que nul ignorant la géométrie entre ici, dit bien que son ouvrage s'adresse aux astronomes, aux philosophes, pas aux théologiens. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, car les théologiens vont commencer à mettre leur nez dans les histoires de science à partir de cette époque. Et Copernic, évidemment, a bien conscience qu'en mettant la Terre en mouvement, il y a une difficulté, c'est-à-dire que si vous faites tourner la Terre autour du Soleil, on n'a absolument aucune idée de la distance des étoiles. Ptolémée avait fixé la distance des étoiles à 20 000 rayons terrestres, d'accord ? Donc, vous imaginez une structure géocentrique en sphère, en pelure d'oignon, entre guillemets, avec des sphères cristallines qui supportent les planètes qui sont emboîtées comme ça. Et la sphère ultime est située à 20 000 rayons terrestres et c'est elle qui porte les étoiles. Mais si vous mettez la Terre en mouvement autour du Soleil, obligatoirement, vous devez observer ce qu'on appelle une parallaxe d'étoiles. Et donc, cette parallaxe des étoiles, c'est-à-dire ce déplacement apparent d'une étoile en direction au cours de l'année, va devenir le véritable Graal des coperniciens, parce que si vous montrez qu'une étoile a une parallaxe, alors vous avez la preuve que la Terre tourne autour du Soleil. Copernic, donc, meurt l'année même de la publication du De Revolutionibus en 1543. Je tiens à faire remarquer que Copernic
à cette époque-là, est un astronome alors, qui ne passe pas son temps à faire l'astronomie, il est chanoine. En plus, Copernic parle allemand, hein, même s'il est dans une zone qui est aujourd'hui polonaise, et il vit totalement en dehors des grands foyers intellectuels de l'époque. Donc il a d'autant plus de mérite, parce qu'évidemment, il va s'attaquer à un problème extrêmement difficile, il va bouleverser complètement l'astronomie. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui l'a aidé, entre guillemets, c'est qu'à la fin des années 1530, un jeune astronome qui s'appelait Joachim Rheticus, qui est un astronome allemand, a entendu parler de Copernic, va aller le voir en Pologne, à Frombork, dans une région peu propice aux observations. Copernic a très peu observé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc, il a essentiellement fait un changement de repère, vous voyez, avec Ptolémée. Hein, c'est un changement en mathématiques, on appelle de repère, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la Terre au centre, ben, vous la mettez en mouvement et donc vous faites une rotation. Et Copernic donc, va recevoir la visite de ce jeune mathématicien, Rheticus, et qui va être d'une aide décisive pour la rédaction du De Revolutionibus, parce que Copernic, évidemment, achoppait sur plein de problèmes. Et ce qui va être déterminant, c'est que Rheticus va arriver chez Copernic avec une édition grecque de l'Almageste de Ptolémée. Copernic n'avait qu'une édition arabo-latine de l'Almageste qui avait été faite par Gérard de Crémone, qui était très mauvaise. Donc là, d'avoir le texte grec, donc le texte pur de Ptolémée, et cet apport de ce jeune mathématicien qui est Rheticus va évidemment permettre à Copernic d'achever son œuvre. Alors, la réception du De Revolutionibus va permettre de tout de suite de comprendre qu'on n'a plus besoin des épicycles de Ptolémée. On revient à ce problème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment expliquer le déplacement apparent d'une planète dans le ciel, notamment le mouvement de rétrogradation? Et bien là, vous le voyez à gauche, vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui tourne en 1 an autour du Soleil, puis là, le petit point, c'est la planète Mars qui tourne en 2 ans autour du Soleil. Donc Mars va moins vite que la Terre. Je trouve que la Terre, à certaines périodes de l'année, double Mars, et lorsque vous avez ce doublage, entre guillemets, eh bien, vous avez un phénomène de rétrogradation. C'est ce que vous montre la petite application là, qui est là, le Soleil en jaune, la Terre en bleu, Mars en rouge. Et vous voyez que la Terre, en doublant Mars, va faire que depuis la Terre, on a l'impression que Mars rétrograde par rapport aux étoiles. Donc, cette rétrogradation des planètes dans le ciel n'est finalement qu'une conséquence d'une composition de mouvement, la composition du mouvement de la Terre et d'une planète dans le ciel. On supprime donc le grand épicycle de Ptolémée. Alors, voilà l'explication dont je vous parlais, cette boucle-là qu'on observe également pour les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, il y a un astronome très important qui joue un rôle majeur dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est Tycho Brahe. Tycho Brahe qui est un astronome danois, et il est très important parce que c'est véritablement lui, en Occident, qui commence à observer le ciel. Avant, rendez-vous bien compte qu'avant Tycho Brahe, on n'observe pas le ciel. C'est parce que, je l'ai dit, Aristote a dit « les cieux sont immuables, il ne s'y passe rien ». Alors, il y a quelque chose qui va décider Tycho Brahe à observer le ciel. D'abord, Tycho Brahe est assez versé, comme tous les astronomes de l'époque, dans l'astrologie. On a une célèbre conjonction Jupiter-Saturne qui est prévue par les tables astronomiques, et elle se trompe d'1 mois dans la prévision de la date. Donc ça Tycho Brahe, qui est un noble danois, hein, est un peu affligé par ces erreurs de prédiction. Et donc, il va se faire construire au nord du Danemark, dans une île entre le Danemark et la Suède actuelle, dans l'île de Rven, un observatoire, le premier observatoire européen. Et grosso modo, de 1570 à 1600, il va observer pratiquement toutes les nuits, dans son observatoire qu'on appelle Uraniborg, avec des grands instruments de grande dimension qu'il va ensuite enterrer parce que son île est quand même battue par les vents, ce n'est pas idéal pour observer les astres. Et donc, il y a tout un tas d'aides autour de lui. Je rappelle que Tycho Brahe est un noble danois de la très haute noblesse et qu'il va engloutir à lui tout seul 5% du budget de l'État danois. C'est comme si l'éminent professeur Chatti engloutissait pour l'étude de ses plérions 5% du budget de la recherche française. Ça serait évidemment une aubaine pour lui, mais c'est ce que fait Tycho Brahe.
Et donc, Tycho Brahe va observer un phénomène qui va profondément le marquer, c'est qu'en 1572, il va découvrir une nouvelle étoile dans le ciel, et il va montrer que cette nouvelle étoile, qui était très brillante, hein, on la voyait en plein jour, ce qu'on appelle la nova, la supernova de 1572, qui était située dans la constellation de Cassiopée, il va montrer que cette supernova, enfin cette étoile nouvelle, n'appartient pas au monde sublunaire, comme l'aurait dit Aristote, mais qu'elle était située très très loin. Donc, première attaque contre le système d'Aristote, les cieux ne sont pas immuables. La preuve, une nouvelle étoile est apparue. Il observe aussi Tycho Brahe, là, oui, dans son observatoire, vous voyez en majesté, là, en train de regarder le ciel, avec son grand sextant astronomique. On estime qu'il faisait des mesures avec une précision de 2 ou 3 minutes de degré, ce qui est considérable. Il va observer également de nombreuses comètes, montrer que les comètes ne sont pas du tout des astres atmosphériques, enfin, ne sont pas des phénomènes atmosphériques, mais qu'ils sont situés au-delà de l'orbite de la Lune, ce que ne croira pas Galilée par la suite. Et il va évidemment connaître l'hypothèse de Copernic. Vous voyez, et Tycho Brahe dit non, moi je ne crois pas à Copernic. D'abord, il ne croit pas à Copernic pour une première raison qui est une raison théologique, parce que vous l'avez certainement compris, en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, vous entrez en contradiction flagrante avec les Écritures saintes, puisque la Bible dit que la Terre est au centre du monde, qu'elle est immobile et que tout tourne autour d'elle. Copernic dit non, non, c'est pas ça. Donc ça, c'est assez problématique. Et d'autre part, Tycho Brahe vous dit moi, dans mon observatoire du Uraniborg, là, j'ai une très grande précision dans mes observations. Si la Terre tourne autour du Soleil, alors je verrai une étoile qui est ici, par exemple, se projeter à une certaine période de l'année ici, et 6 mois plus tard, j'arriverai à se projeter là. Autrement dit, j'observerai une parallaxe de l'étoile. Il dit, je n'en observe pas. Conclusion, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, et il va imaginer un système intermédiaire entre le géocentrisme et l'héliocentrisme, qu'on appelle un système géo-héliocentrique, qui sera utilisé notamment par les jésuites. Alors, pratiquement à la même époque, Tycho Brahe meurt de mémoire, je crois que c'est en 1600-1601, on a un autre astronome, plutôt physicien, on va dire, qui lui va utiliser une invention hollandaise et qui va avoir l'idée le premier de construire un instrument avec une lentille. C'est Galilée que vous voyez ici, et Galilée qui n'a jamais compris le principe optique d'une lunette. Mais bon, il marche par tâtonnement et ça fonctionne bien. En 1609, Galilée donc construit une lunette et en quelques nuits, il va bouleverser 2 millions d'astronomies. Il va s'apercevoir que la Lune n'est pas l'astre parfaitement lisse que l'on décrivait depuis l'Antiquité, qu'elle a des aspérités, il y a des cratères, il y a des montagnes. On voit bien avec les ombres, notamment près du Terminateur, au quartier. Il va s'apercevoir que la Voie lactée peut être résolue en étoiles. Et sa plus grande découverte, évidemment, elle est liée au satellite de Jupiter, puisque dès janvier 1610, Galilée, vous le voyez, observe la planète Jupiter, il voit des astres de part et d'autre, et en observant de nuit en nuit, il voit que ces étoiles accompagnent Jupiter, et il en conclut immédiatement que ces astres, en fait, tournent autour de Jupiter. On va appeler ces astres, d'abord, ils les appellent astres médicéens, c'est-à-dire en l'honneur de Côme de Médicis, qui est son protecteur, et on va les appeler ensuite satellites galiléens, le mot satellite étant inventé par Kepler dans les années 1610. Donc là, Tycho Brahe Galilée, aussi Tycho, porte un coup fatal à la cosmologie d'Aristote, qui disait, je vous le rappelle, que tout tourne autour de la Terre. Galilée dit, la preuve que non, regardez, il y a des satellites autour de Jupiter. Donc évidemment, là, les milieux théologiques sont un peu embarrassés. On va accuser évidemment Galilée d'avoir truqué sa lunette, et donc il va être bien content, Galilée, de demander l'aide technique et scientifique de ce qui est certainement le plus grand astronome de cette époque, c'est évidemment Kepler. Kepler qui est un héliocentriste convaincu, c'est un copernicien, si vous voulez, convaincu comme Galilée. Galilée est un copernicien comme Kepler. Et c'est le poids de ces deux personnages est important dans l'histoire de la pensée et des sciences comme un soutien important aux idées de Copernic. Kepler, lui, va arriver auprès de Tycho Brahe
à Prague, parce que Tycho Brahe a dû quitter son île d'Orven, il s'est fâché avec le jeune roi, et donc il a dit, puisque c'est comme ça, je me barre, donc il va se barrer à Prague, et il va aller auprès de l'empereur Rodolphe II, et c'est là qu'il va rencontrer Kepler, Tycho Brahe, et Tycho Brahe va donner du travail à Kepler, il va dire, moi j'ai des problèmes avec la planète Mars, je n'arrive pas à trouver son orbite, et donc Kepler, vous le savez, va passer un certain temps à travailler sur les observations de Tycho Brahe qui sont extrêmement précises, et il va découvrir les lois qui portent son nom. Alors, la première loi qu'il découvre en 1605, c'est oui, que la Terre décrit autour, enfin les planètes, ce qu'il va généraliser ensuite, décrivent autour du Soleil des ellipses, dont le Soleil occupe plein des foyers, et il trouve sa deuxième loi en 1604, qui est la loi qu'on appelle la loi des airs, qui rappelle, je le rappelle, que le rayon vecteur Terre-Soleil est des aires égales en des temps égaux. Hein. Vous voyez, cette aire-là, ici en vert, est égale à celle-là. Donc ça veut dire que la Terre, pour aller de là jusque là, mais en même temps pour aller de là jusque là. Ça veut donc dire que la Terre se déplace plus vite, ou une planète, hein, parce que là, évidemment, c'est très faux. Hein. J'ouvre une parenthèse, ce dessin-là, qui montre l'orbite de la Terre, est pédagogiquement extrêmement erroné, parce que la Terre décrit autour du Soleil pratiquement un cercle, quasiment un cercle. Hein. Et donc, ça donne une idée très, très fausse. On va dire que ce n'est pas la Terre, c'est une planète très excentrique comme Mars ou Mercure. Mais si c'est la Terre, ça explique pourquoi les saisons n'ont pas la même durée, puisque la Terre se déplace plus vite autour du Soleil en hiver. Je rappelle que la Terre est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil en hiver, vers le 4 janvier, et qu'elle est au plus loin du Soleil en été, au début du mois de juillet. On dit qu'elle passe à l'aphélie, ce qui vous montre bien, mais c'est un simple rappel pour vous, je suppose, que les saisons sont indépendantes de la distance Terre-Soleil. Et donc, cette loi des airs est découverte par Kepler en 1604, donc avant la loi elliptique en fait. Et il découvrira plus tard la troisième loi en 1618 dans un ouvrage un peu plus tardif qui est l'Épitomée de l'astronomie copernicienne. Et cette troisième loi met en rapport, il a découvert de façon empirique, hein, le grand axe d'une planète qu'on appelle A, d'une ellipse, avec la période de révolution. A3 sur T2 égale constante. C'est une loi qui va permettre notamment de déterminer la distance Terre-Soleil et la distance de toutes les planètes au Soleil de façon très précise. Kepler est un véritable génie. C'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui va aider qui va aider Galilée dans ses déboires avec les inquisiteurs, sans être remercié d'ailleurs pour cette aide. Et le travail ultime de Kepler seront ces tables astronomiques qu'il publiera en 1627 à Ulm. Ce sont les seules tables astronomiques de Kepler c'est le seul ouvrage de Kepler qui a un frontispice extraordinaire. Et c'est dans ces tables, évidemment, qu'il applique le mouvement elliptique à toutes les planètes et qu'il prévoit notamment des passages des planètes inférieures comme Mercure et Vénus devant le Soleil. Donc c'est vraiment une carrière extraordinaire. C'est vraiment lui qui va dominer tout le XVIIe siècle. Voilà le frontispice des tables rodolphines sur lesquelles on va évidemment passer beaucoup de temps. Vous avez Tycho Brahe ici qui est là en train de montrer son système géohéliocentrique au plafond. Et puis là, vous avez Kepler qui est dans un coin à la cave en train de faire des calculs difficiles parce que c'était un homme qui a passé beaucoup de temps à faire du calcul mathématique, qui comprenait parfaitement le principe d'une lunette astronomique, ce qui n'était pas le cas de Galilée. Galilée, lui, je vais revenir à lui, vous savez qu'il va avoir des petits problèmes, entre guillemets, puisque en 1616, l'héliocentrisme et le copernicianisme, c'est-à-dire le fait que les planètes tournent autour du Soleil, va être condamné par l'Inquisition. Galilée va être convoqué à Rome par le cardinal Bellarmin, qui va lui dire, grosso modo, écoutez, mon brave, que vous enseignez à vos élèves que la Terre tourne autour du Soleil, ça passe encore, mais que vous teniez cette proposition pour vraie, là, c'est inacceptable. Donc Galilée, qui est quand même un personnage considérable, hein, qui est le protégé de la famille Médicis, va quand même faire profil bas après 1616, où l'on met donc à l'index des livres prohibés, ça veut dire qu'on retire de la circulation l'ouvrage de Copernic, parce qu'on le juge contraire aux Écritures. Galilée va faire profil bas, et il se trouve qu'en 1624, c'est un copain à lui qui arrive comme pape, Maffeo Barberini, qui va être pape sous le nom de Urbain VIII. Évidemment, Galilée se dit, c'est cool, parce que c'est quand même
un mec qui est pape et qui est un de mes admirateurs. Donc, du coup, il va y aller franco et il va publier, vous le savez, en 1632, un ouvrage en italien, pas en latin, qui s'appelle Le discours sur les deux grands systèmes du monde. Les deux grands systèmes du monde, c'est les deux grands systèmes que je vous ai présentés d'emblée sur le frontispice de Riccioli. C'est le système héliocentrique de Copernic et puis le système en fait de Ptolémée. Galilée n'a jamais considéré le système de Tycho Brahe comme un vrai système parce qu'il n'y a aucune éphéméride qui en est suivie, donc il méprisait complètement ce système géo-héliocentrique qui était utilisé par les jésuites pour sauver les apparences. Et donc Galilée, vous le savez, va être convoqué à Rome parce que dans ce livre de 1632, le Dialogo, Galilée prend fait et cause pour Copernic et défend évidemment l'héliocentrisme, ce qui lui avait été interdit. Il va donc, vous savez, subir un procès où il va être condamné et il finira sa vie en résidence forcée et il mourra en 1642. Alors, on arrive après Kepler. Sachez qu'il y a encore quelques zozos au XVIIe siècle qui vont penser que le Soleil est au centre du monde, mais globalement, tous les grands astronomes au XVIIe siècle, au XVIIIe évidemment, sont devenus des coperniciens. Je l'ai dit, l'astrologie, même encore à cette époque-là, est un facteur puissant de recherche en astronomie. Kepler, pour séduire l'empereur, n'échappe pas à ça. Il dit à l'empereur, bah, si tu veux que je te prévoie ce qui va t'arriver, il faut que je fasse des calculs précis, et donc il me faut des observations, il me faut de l'argent. Et donc il fait des horoscopes. Voilà par exemple un horoscope, là, voilà comment ça se présente au XVe siècle. Donc c'est évidemment aujourd'hui condamnable, mais sachez que ces horoscopes qui utilisent des positions de planètes sont aujourd'hui extrêmement utiles pour les historiens et les médiévistes. Par exemple, on n'aurait aucune idée des dates de naissance des rois de France jusqu'à Louis XIV si on n'avait pas leur horoscope. Parce que l'horoscope suppose qu'on donne la date de naissance, et sans ces horoscopes, on n'aurait pas d'idée sur les dates de naissance de Érasme, de Copernic ou des rois de France. Alors, au XVIIe siècle, il va y avoir plusieurs avancées majeures en astronomie. Notamment, ça va être la période des grandes expéditions. On va faire notamment une expédition en 1672 pour aller observer la planète Mars, qui est en opposition, c'est-à-dire qu'on a un alignement Soleil-Terre-Mars, et on va envoyer à Cayenne l'astronome Richer, et qui va viser Mars, pendant qu'à Paris, Cassini, qui est le premier directeur de l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Paris va être fondé en 1667, eh bien, ces deux-là vont viser la planète Mars, vous voyez, depuis, avec une base très grande, Paris-Cayenne, et ils vont pouvoir mesurer cet angle-là, donc la parallaxe de Mars, qu'ils vont évaluer à 24 secondes, et grâce à la troisième loi de Kepler, pour la première fois, on va enfin déduire la bonne distance Terre-Soleil. Et comme on connaît toutes les périodes de révolution des autres planètes, on va connaître enfin les dimensions du système solaire à partir de cette époque-là. Donc c'est à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle qu'on commence à avoir une idée claire des dimensions de notre système solaire. Mais on pense toujours que notre système solaire est au centre d'une structure qui s'appelle la Voie lactée. Je l'ai dit, au XVIIe siècle, c'est 1667, la fondation de l'Observatoire de Paris par Colbert sous Louis XIV. On invite Jean-Dominique Cassini, qui est un grand astronome italien, à en devenir le responsable. Et il n'y a pas tellement au début d'astronomie à l'observatoire. On va dire que l'Observatoire de Paris est fondé au début pour des fonctions géodésiques et d'arpentage. On est très préoccupé à l'époque par les dimensions de la France, de la cartographie, si vous voulez. Donc c'est ça qui va être mis en avant. Je vous invite vivement, si c'est possible, à visiter l'Observatoire de Paris, qui à l'époque, donc aujourd'hui vous savez c'est à Denfert-Rochereau, à l'époque les astronomes, quand ils le fondent, ne veulent pas aller observer, ils disent que c'est beaucoup trop loin et qu'ils préfèrent rester au Palais de l'Institut, c'est-à-dire près de la Seine, du côté de la rue Mazarine, parce qu'ils disent l'observatoire à Denfert-Rochereau, ça ne s'appelle pas Denfert-Rochereau, mais c'est beaucoup trop loin, et donc on reste sur Paris. Ça vous montre un petit peu les dimensions des terrains à l'époque. Alors, autre grand tournant, et même majeur, qui se produit au XVIIe siècle, c'est la publication en 1687 des Principia de Newton. Alors là, c'est un bouleversement complet. C'est vraiment la naissance de la physique astronomique.
Newton, qui était un pur génie, va avoir des travaux fondateurs en mathématiques, vous le savez, en optique, en mécanique, et son triomphe, évidemment, eh bien, il se mesure dans différents phénomènes. D'abord, il va montrer que la troisième loi de Kepler est une généralisation d'une loi plus globale, qui est la loi de l'attraction universelle. Le A3 sur T2, eh bien, il le retrouve tout seul, alors que Kepler l'avait trouvé de façon empirique. Et quand on va appliquer les lois de Newton, on va pouvoir prédire pour la première fois le retour de certains astres, comme la comète qui porte le nom de son découvreur, c'est Halley Edmund Halley, qui est un astronome royal qui a beaucoup fait pour diffuser les travaux de Newton, va prédire le retour d'une comète en expliquant, grâce à la gravitation, son aspect, on va dire, pas répétitif, mais qui est une orbite elliptique extrêmement excentrique, et que c'est une comète périodique. Et puis on va aussi, ça va être un grand débat entre les Anglais et les Français à l'époque, entre les Cassiniens et les Newtoniens. C'est ça, c'est de savoir si la Terre est aplatie au pôle ou si elle est aplatie à l'équateur. Alors Cassini pense qu'elle est aplatie à l'équateur, et puis les Newtoniens pensent qu'elle est évidemment aplatie au pôle. Donc on va envoyer des expéditions astronomiques. Encore une fois, ça va être Maupertuis qui va aller dans Laponie, et puis Bouguer qui va aller en Amérique du Sud avec la Condamine, et qui vont montrer que la Terre est effectivement aplatie au pôle. Le rayon, vous voyez, polaire de 6357 km est plus court que le rayon équatorial. Et vous savez, ça donne naissance, enfin, ça donne lieu à cette célèbre saillie, entre guillemets, de Voltaire, qui a traduit avec Émilie du Châtelet les Principia de Newton en français. Et Voltaire détestait Maupertuis, qui était parti en Laponie, qui s'était ramené à l'Académie des sciences en faisant le beau et l'important, en disant j'ai prouvé que, etc. Et Kepler lui dit, Newton, lui, était resté chez lui, et Voltaire raconte cette phrase, il dit à Maupertuis, vous allâtes en ces lieux pleins d'ennui, chercher ce que Newton découvrit sans sortir de chez lui. Donc c'était la grande classe de Voltaire, un trait de plume, il vous assassinait, ce qui était le cas de Maupertuis, qui était un type assez déplaisant d'ailleurs. Alors donc c'est le triomphe de la mécanique céleste, et puis on va voir évidemment des mécaniciens, des grandes figures qui vont prendre le relais à partir du XVIIIe siècle. Alors c'est évidemment Maupertuis, Clairaut avec les théories de la Lune, c'est d'Alembert, la précession, la nutation, la théorie de la Lune, Euler évidemment, et puis deux grands monstres de la mécanique céleste qui demanderaient des séminaires tout seuls, qui sont Lagrange et Laplace. Alors, à cette époque-là, il y a en Angleterre un astronome qui s'appelle William Herschel, qui est un organiste, qui fait de l'orgue, il est passionné d'astronomie, et donc il observe massivement avec sa sœur le ciel, et il va découvrir, vous le savez, en 1781, par hasard, une planète qui va s'appeler Uranus. Et évidemment, dès qu'on va découvrir cette planète Uranus, on va s'empresser de faire des tables pour prédire sa position. On va s'apercevoir que les tables ne s'accordent pas toujours à la réalité, et un astronome du 19e siècle qui dirige l'Observatoire de Paris, qui s'appelle François Arago, va soupçonner qu'il y a quelque chose qui perturbe le mouvement d'Uranus, et il va charger un jeune astronome qui s'appelle Le Verrier de travailler à ce problème. Et Le Verrier va donc imaginer que derrière Uranus se trouve un astre perturbateur, et il va se lancer dans la recherche de cette planète transuranienne, et il va découvrir la planète Neptune du bout de sa plume dans les années 1848, je crois, dans ces eaux-là, 1846, voilà, où Le Verrier découvre la planète Neptune. J'en reviens à Herschel. Herschel, si vous voulez, ce n'était pas seulement que le découvreur d'Uranus, hein. C'est aussi quelqu'un qui fait construire qui a un grand télescope immense, 1,20 m de diamètre, avec une focale de 12 mètres, et qui va observer beaucoup les étoiles. C'est vraiment, on va dire, avec Herschel que naît vraiment l'astrophysique. Il va essayer de comprendre la structure de la Voie lactée, mais malheureusement, il va échouer dans cette tâche, mais c'est vraiment avec lui que ça débute, hein, les observations stellaires. Deux phénomènes importants en physique vont se dérouler au XIXe siècle. C'est d'abord la preuve de la rotation de la Terre sur elle-même, qui sera apportée par Léon Foucault en 1851, avec son expérience très simple
que vous pouvez voir notamment au musée des Arts et Métiers. C'est le célèbre pendule de Foucault, qui est donc la preuve physique que la Terre tourne sur elle-même. Et un autre astronome très important, qui s'appelait James Bradley, qui est un astronome royal, donc qui travaillait comme Halley ou Flamsteed à l'observatoire de Greenwich, qui est fondé peu de temps après l'observatoire de Paris. Bradley va découvrir un phénomène très important en astronomie qu'on appelle l'aberration stellaire, c'est-à-dire c'est une composition à la fois de la vitesse de la Terre autour du Soleil, qui est d'à peu près 30 km par seconde, avec la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Et cette composition de vitesse provoque un déplacement apparent des astres au cours de l'année. Et Bradley va comprendre que ce décalage, ce déplacement des étoiles au cours de l'année est une composition de vitesse et donc l'aberration découverte dans les années 1726-1727 est la preuve physique que la Terre tourne autour du Soleil. La première mesure de distance d'étoiles va être faite par un astronome allemand qui est Friedrich Bessel. Il va faire cette découverte, cette mesure en 1838. On ne prend pas des étoiles au hasard. Hein. On cherchait déjà depuis au moins le XVIIe siècle à déterminer ce qu'on appelle la parallaxe d'une étoile. Alors, entre-temps est arrivée l'aberration. Du coup, la parallaxe n'est plus la preuve ultime que la Terre tourne autour du Soleil. Mais c'est un angle très petit. Hein. Toutes les parallaxes stellaires, vous le savez, sont inférieures à 1 seconde de degré. Et donc, on va chercher la parallaxe d'une étoile qui a un mouvement propre très important. C'est l'étoile 61 du cygne. Et donc, c'est ce que découvrira Bessel en 1838. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est la naissance véritable de l'astrophysique, puisque à cette époque-là, des physiciens comme Fraunhofer et Bunsen vont identifier dans le spectre du Soleil et des étoiles les raies d'absorption et vont mettre en corrélation ces raies avec un élément chimique, chaque élément ayant sa signature. Et donc, ça va être vraiment la naissance de l'astrophysique, puisque le seul messager en fait, qui nous vient des étoiles, vous avez dû le voir, c'est la lumière. Et de par l'analyse de cette lumière, on arrive au XIXe siècle, par l'usage aussi de la photographie, à faire des découvertes extrêmement importantes. Et puis, on arrive à la fin, au début du XXe siècle. On ignore, alors si on connaît des distances d'étoiles, on n'a absolument aucune idée à l'époque de la structure de notre Voie lactée. Donc on pense même depuis Herschel qu'on est au centre de cette nébulosité. Et il revient à un astronome américain qui s'appelait Arlo Shapley d'avoir montré qu'en fait notre Voie lactée, vue par le dessus, vous le voyez, a une structure spirale et qu'en fait Shapley va montrer par l'analyse des amas globulaires qui sont des concentrations d'étoiles qui nous entourent, que notre Soleil et donc son système solaire ont une situation très périphérique et se trouvent environ 30 000 années-lumière du centre galactique. On l'a parfois qualifié de Copernic des temps modernes parce que là, grâce à Shapley, on a complètement aboli cette espèce d'idée anthropocentrique que nous étions au centre de tout. Et donc, c'était une leçon d'humilité que nous apportait cet astronome américain. Et ensuite, c'est l'essor de l'astrophysique, vous le savez, à partir des années 1930, avec Hubble au mont Wilson aux États-Unis, puisque grâce à cet instrument, on va faire des découvertes majeures. Et j'en ai donc fini, si je puis dire. Merci beaucoup, Denis, pour cet exposé qui a couvert un grand spectre d'astronomie. Je me suis permis, là, pendant que tu parlais, quand tu as montré l'Observatoire de Paris, j'ai envoyé le lien vers le documentaire sur les observatoires en France qui a été produit par l'Université de Paris et où l'éminent Denis Savoie est l'un des acteurs. Avec le non moins éminent Sylvain Chatti. Et je me suis permis aussi de récupérer cette Bible dont on a parlé. Et voilà, donc c'est le Nicolas Copernic aux belles lettres, qui est assez imposant en fait. Hein, donc je me suis fait un peu de musculation entre-temps. Et aussi, il y a un ouvrage que je me dois de signaler, qui est cet excellent ouvrage sur la gnomonique. Là, c'est le coup à semer tous les étudiants. De l'encore plus éminent Denis Savoie.
toujours aux belles lettres. Voilà, donc, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, que je voulais dire en introduction, c'est que Denis Savoie est un spécialiste mondial de gnomonique, et en particulier, il a emporté ses connaissances jusqu'à la planète Mars, pourrait-on dire, puisqu'il il a placé on va dire un gnomon moderne sur un instrument qui s'appelle InSight, qui a été déposé sur Mars pour un sujet qui n'a rien à voir, puisque c'est pour la sismologie martienne. Mais donc le gnomon sur cette sonde a permis de mesurer le champ magnétique, enfin de savoir où était exactement le pôle nord martien, le pôle nord géographique, alors que justement la difficulté c'est que il n'y a pas un champ magnétique assez fort pour pouvoir mesurer sinon la polarité Voilà. Mars. En fait. Peut-être que Voilà. tu veux en dire plus, je crois en plus Non. un article qui vient d'être accepté là-dessus. Oui, mais alors, bon, moi, c'est vraiment anecdotique. Si vous voulez. Comme l'a dit Sylvain, InSight, c'est une mission de la NASA qui embarquait un sismomètre qui s'appelle SAIS, qui est fait par quelqu'un qui est pratiquement à côté dans le bureau de Sylvain, qui est Philippe Derrière, Lionel. juste derrière. Et donc, le but du sismomètre qui était déposé sur Mars, c'est de comprendre la structure en fait, de la planète Mars, la structure interne. Vous savez qu'on pense que Mars, comme la Lune, a un noyau liquide. Et donc, ce sismomètre SAIS doit enregistrer les séismes qu'il y a sur la planète rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous posez un sismomètre, que ce soit sur Terre, sur Mars ou sur la Lune, il faut connaître son orientation par rapport au nord géographique. Et Sylvain l'a dit, Mars n'a pas de champ magnétique suffisant. Donc la NASA a été confrontée à ce problème, c'est comment déterminer la direction du nord géographique sur une planète comme Mars. Et on a fait donc usage d'un gnomon, c'est-à-dire c'est simple, entre guillemets, tige. On va utiliser l'ombre du gnomon pour déterminer cette direction. Donc en fait, c'est une boussole solaire. Évidemment, ça paraît simple comme ça, mais il faut quand même faire une théorie du mouvement du Soleil sur Mars. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui est marrant, si vous voulez, c'est l'usage sur un concentré technologie au XXIe siècle, sur une sonde, d'un instrument qui remonte, vous l'avez compris, aux Babyloniens. Comme quoi, vous voyez, les vieux trucs, ça peut toujours servir. Tout à fait. Et on voit à la lecture de ce livre sur la gnomonique qu'en effet, ce n'est pas toujours simple. Non, oui, c'est faussement simple. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Je vois qu'il y a des mains levées. Christophe, par exemple, pour commencer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et puis pour l'ensemble des présentations qu'on a eues au cours de ce stage. Moi, j'ai une question pour l'opposition entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Puisque quand on s'arrête avec Galilée, Galilée il est obligé de renoncer, enfin, en tout cas devant les religieux à sa théorie, et il meurt en 1642. Et il semblerait que ce soit en 1758 que le pape Benoît XIV est obligé de reconnaître que le Soleil serait au centre du système solaire. Et du coup, je voudrais savoir, enfin, est-ce qu'il y a des éléments de raisonnement et d'opposition entre le géocentrisme et l'héliocentrisme entre 1642 et 1758? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le pape finalement est obligé de reconnaître cet élément-là? Puisque là, visiblement, ce qu'a fourni comme argument Galilée suffisait pas pour Oui, convaincre. l'affaire est très compliquée. Galilée, effectivement, dans le Dialogo, n'apporte pas la preuve que la Terre tourne autour du Soleil. Il pense l'apporter avec le phénomène de marée, mais il se révèle que ça ne marche pas. Et en fait, ce sont plutôt des affaires théologiques qui ont provoqué sa condamnation en 1642, alors que Kepler avait dit bien avant que les théologiens devaient plutôt s'occuper de la façon dont on allait au ciel, et non pas la façon dont se comportait le ciel. Autrement dit, Kepler avait dit la Bible n'est pas un ouvrage de science. Et c'est de là que vient l'erreur, si vous voulez, c'est que les religieux, les théologiens, notamment les jésuites et les dominicains, ont tout fait pour condamner Galilée. Alors l'héliocentrisme avait été condamné comme étant contraire aux Écritures, parce que, vous imaginez, c'est tout l'échafaudage qui s'écroule. Hein. Si vous montrez, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire quoi, puisque la Bible vous dit le contraire? La Bible serait donc fausse. Donc, du coup, ce n'est pas acceptable. Alors, le changement d'attitude du pape, il est lié au fait que pratiquement toute la communauté astronomique au XVIIIe siècle est évidemment
pense que la Terre tourne autour du Soleil. Je l'ai dit, Bradley en a apporté la preuve physique, mais n'oubliez pas que la sortie, par contre, du De Revolutionibus de l'index, ça sera qu'au 19e siècle. C'est qu'au 19e siècle que l'on admet officiellement, puisqu'on sort de l'index, livre de Copernic et de Kepler, tout ce qui était héliocentrique, on le sort de l'index à cette époque-là. Donc la religion a mis beaucoup de temps, enfin la religion catholique, mais il en est de même aussi pour les protestants. Hein. Luther parlait du fou Copernic. En fait, si vous voulez, c'est l'intervention du théologique dans la science qui est véritablement problématique. On le voit aussi, même si ça n'a pas de rapport avec Giordano Bruno. Giordano Bruno, qui est un philosophe qui, vous le savez, sera brûlé vif à Rome. Giordano Bruno est un copernicien. Alors, il n'a pas été brûlé pour ses idées coperniciennes. Il faut bien être clair là-dessus. Il a été condamné parce que c'est un hérétique, parce qu'il soutient des thèses absolument inacceptable pour les religieux, mais il est copernicien. Lui, il allait beaucoup plus loin, Giordano Bruno, puisqu'il disait que les étoiles que l'on voit dans le ciel sont des soleils plus ou moins identiques aux nôtres, et il y a peut-être des planètes autour. Donc, vous voyez, c'était un peu précurseur, même si c'était un peu délirant. Mais donc, c'est très tard, oui, très tardivement, que les théologiens vont accepter le copernicianisme. Ils seront d'ailleurs stigmatisés par beaucoup de gens, hein, par plein de savants qui interpellent le pape pour lui dire non, il faut sortir Copernic de l'index. Voilà, et ce fameux Benoît là répond à cet appel que différents astronomes vont lui lancer. Oui, donc c'est pas lié à des découvertes ou à des conflits entre les. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve que la Terre tourne autour du Soleil avec l'aberration, l'Église, elle est quand même obligée, c'est quand même pas des neuneux, hein. Les jésuites là, qui sont contre Galilée, ce sont des gens de premier plan, hein, quand même, hein, des gens comme Clavius ou Riccioli plus tard, c'est quand même des gens qui ne sont pas totalement dans l'obscurité, si vous voulez. Hein. Donc, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, le fait qu'ils n'acceptent plus le système de Ptolémée, ils ont dit, ben non, le géocentrisme, c'est faux. Clavius, qui est l'éminence grise des jésuites au début du XVIIe siècle, qui est le maître impensé du collège romain, qui est une autorité incontestable, il regarde dans une lunette et il est bien obligé d'admettre qu'il y a des satellites autour de Jupiter. Et donc, la Bible là-dessus s'est trompée. Donc, on va prendre ce système de Tycho Brahe, qui est une aubaine, puisque le système de Tycho Brahe vous dit la Terre est au centre du monde, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes tournent autour du Soleil. Donc, c'est un système géo-héliocentrique qui permet de sauver des apparences. Mais bon, c'est une figure parce qu'il ne sort rien de ce système. Et tout le monde se râle évidemment au système copernicien. Donc, les religieux sont obligés de suivre l'actualité en quelque sorte. D'accord. Merci à vous. Est-ce qu'il est possible de dire un tout petit mot sur l'aberration, parce que je n'ai pas tout à fait bien compris, et sur Chapley, comment il a fait pour prouver qu'on était dans un bras? Alors, l'aberration, Bradley observait une étoile et cherchait une parallaxe. Et il avait compris que la plus mauvaise partie d'un instrument, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Donc, pour éviter les problèmes de réfraction, vous savez que la réfraction, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une déviation de la direction des étoiles par les couches atmosphériques, pour supprimer la réfraction, vous observez au zénith. Donc, il observait avec un instrument une étoile de la constellation du Dragon et il s'est aperçu au cours de l'année qu'il y avait des écarts, il a observé de façon à la seconde près, hein. Cette étoile gamma du Dragon, elle avait des anomalies dans son mouvement. Il ne comprenait pas pourquoi. Ça lui paraissait étrange. Et un écart considérable, hein, près de 40 secondes par rapport à une position moyenne. Et donc, c'est là qu'il va comprendre. Alors, on dit qu'il a compris en se promenant à Londres près de la Tamise. Vous savez qu'à Londres, il pleut toujours, hein, je ne l'apprends pas. Donc, il était là avec son parapluie. Il marchait doucement. Il a commencé à marcher plus vite. Et comme il pleuvait, évidemment, pour ne pas être mouillé, il a incliné son parapluie. Et là, il s'est dit, ah, mais c'est la même chose. Pour ne pas être mouillé, j'incline mon parapluie parce que j'ai une composition de ma vitesse et la vitesse de la pluie. Et donc, il dit, c'est la même chose avec l'aberration. Cette déviation de la lumière que l'on voit des étoiles, cette déviation apparente, c'est une composition de vitesse. C'est exactement la pluie sur les glaces d'une voiture. Vous êtes en voiture et qu'il pleut,
la pluie sur votre glace latérale, elle ne va pas tomber tout droit. Elle va aller en diagonale avec composition de la vitesse de votre voiture et composition de la vitesse de la pluie. Et bien pour l'aberration, c'est pareil. Et donc, ça donne cette composition de vitesse de la lumière et de la vitesse de la Terre autour du Soleil, cette petite déviation. Je pourrais vous envoyer un article qui était paru dans Pour la science. J'avais écrit avec Roland Lehoucq il y a quelques années là-dessus et qui rentre un peu plus dans le détail. Maintenant, ce qui concerne Arlo-Chapley, vous savez qu'on voit à l'œil nu, on le voit mieux dans un télescope, des amas d'étoiles considérables qu'on appelle des amas globulaires et qui sont extérieurs à notre galaxie, la Voie lactée. Ça, on le savait parce qu'au début du XXe siècle, on arrive à mesurer des distances d'objets lointains grâce à quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je suppose que Sylvain vous en a dit 2 mots, c'est les céphéides. Donc, en observant la luminosité de ces étoiles variables, on arrive à mesurer la distance de ces amas globulaires et plus tard des galaxies. Et donc, Arlo-Chapley va montrer que le barycentre de tous ces amas globulaires qui nous entourent eh bien, passe par le cœur de la Voie lactée et qu'on ne passe pas du tout par nous. Et donc, il en déduit la distance du système solaire par rapport au centre de la galaxie. Ok, merci beaucoup. Moi, je vois qu'il y a 2 mains levées, alors Mourad ou Lionel. Je sais pas, peut-être Lionel a levé la main en premier. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, alors déjà, merci. Bon, j'ai quelques questions un peu moins pointues que celles de Christophe. Vous avez parlé au tout début des débuts de l'astronomie par les Babyloniens. Alors, j'ai 2 questions à ce propos. Vers quelle période on se situe à peu près? J'ai peut-être loupé l'info, parce qu'il me semble que Thalès, c'est 600 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est encore avant cela. Ah oui, bien avant. Bien Ouais, avant. combien à peu près? Alors, on a une tablette babylonienne qui s'appelle Mul-Apin et qui remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais. 2e millénaire avant Jésus-Christ, on a déjà une astronomie babylonienne. Après, les théories dont je vous ai parlé, elles sont contemporaines de la période hellénistique, c'est-à-dire 4e siècle avant Jésus-Christ. Ah oui, d'accord. Mais on sait aujourd'hui que certaines constantes utilisées par les Grecs, notamment la durée de la lunaison, ce qu'on appelle le mois synodique, ou la durée de l'année, ou des constantes liées à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, sont dans les textes babyloniens. On ne sait pas comment s'est fait ce transfert de connaissances. D'accord ? Il y a eu des échanges, c'est sûr. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu lieu, mais ils ont eu lieu, et l'astronomie grecque n'est pas née ex nihilo, si vous voulez. C'est l'héritière de cette astronomie babylonienne qui est bien antérieure, et Ptolémée, dans l'Almageste, utilise des listes d'éclipses babyloniennes qui remontent au moins au 8e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Et alors, question subsidiaire, est-ce que vous savez s'ils étudiaient d'autres choses que l'astronomie, les Babyloniens? Est-ce qu'on a des infos à propos de ça? Alors, vous dire les mathématiques, par exemple. Bah, par exemple, ou Alors, je sais que Thalès étudiait l'électrostatique ou ce genre de choses. L'électrostatique, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est… Alors, il y a une histoire, une légende avec Thalès qui aurait prédit une éclipse, c'est tout à fait impossible. Thalès n'a jamais prédit quoi que ce soit. D'autre part, les Babyloniens, oui, connaissent, ils étudient les mathématiques. Le théorème de Pythagore est connu bien avant Pythagore, qui est un personnage en plus un peu légendaire. On sait que les Babyloniens connaissent absolument tout ça. Ce qui est problématique, c'est qu'on a un état assez lacunaire de ces connaissances antiques parce que les sources sont parfois incomplètes, mais il y a tout un pan d'études qui existe aujourd'hui sur l'apport des Babyloniens dans le secteur de l'astronomie et des mathématiques. Pour les autres domaines, si vous faites allusion à la pharmacologie, à la botanique, je ne sais absolument incompétent dans ce domaine-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait à côté. En tout cas, il faisait des horoscopes. L'astrologie est absolument née aussi chez les Babyloniens. D'accord ? Donc, au début, l'astrologie, d'ailleurs, je pourrais vous renvoyer, j'avais fait toute une conférence à la Cité des Sciences sur l'astrologie et son histoire. Ses racines remontent au moins aux Babyloniens, où on va avoir un passage des horoscopes pour les particuliers à un horoscope royal. D'accord. Juste, je faisais référence parce que je crois que Thalès justement travaillait déjà sur l'électrostatique à l'époque, donc je me disais peut-être que parce qu'il avait découvert qu'en frottant de l'ambre, si je me souviens, là ça commence à remonter la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, mais enfin. C'est possible. Après, je vous l'ai dit, c'est une question de source. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Bah oui, c'est ça qui est dur à savoir. C'est pour ça que je vous pose la question.
l'histoire de la transmission des sources est très importante. Je pourrais vous envoyer aussi un lien vers une conférence sur ce problème, parce que comment nous sont parvenues ces connaissances? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment on peut y remonter? J'ai pris l'exemple de Ératosthène. Tout le monde connaît l'expérience d'Ératosthène pour la mesure de la circonférence de la Terre, mais c'est une expérience qui nous est connue par un auteur beaucoup plus tardif. Sachant que, je l'ai dit à un moment donné, on ne possède aucun écrit contemporain genre de l'Antiquité. On n'a aucun écrit contemporain d'Aristote, on n'a aucun écrit contemporain de Pline, de Ptolémée ou de Justinien. Ce sont des textes beaucoup plus tardifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le IVe siècle avant Jésus-Christ avec Aristote et maintenant? Mais ça, c'est très intéressant, si vous voulez, cette transmission des sources. D'accord. Ouais, j'ai juste une dernière question sur rapidement. Vous avez dit que Galilée n'avait pas compris le principe de la lunette. Non, absolument. Donc, il l'a fait par hasard ou... Alors, il a fait ça par tâtonnement. D'accord. Vous pouvez lire d'ailleurs, c'est en poche, le Sidereus Nuncius, c'est-à-dire le messager céleste, où il explique ses découvertes, mais on sait très bien que Galilée ne comprenait absolument pas comment fonctionnait une lentille. C'est Kepler qui lui explique dans son optique comment ça fonctionne. D'accord, c'est drôle, c'est comme Alors, voilà, mais Galilée, oui, il avait des lacunes. Mais c'était un personnage très très fort, mais qui devait être pas facile, Galilée, pour faire des. Il s'est mis beaucoup de gens à dos et il n'était pas facile. Je pense que c'était un type assez arrogant en plus. Alors, il avait de quoi, mais il vous déblayait, mais comme ça. Et donc, du coup, il y avait beaucoup d'ennemis. D'accord. Et c'était en plus un personnage qui n'est pas très sympathique, parce que Kepler, c'est un homme admirable, dévoué, tout ça, qui vient en aide à Galilée. Galilée lui demande de l'aide quand il commence à être un peu mis en porte-à-faux avec ses découvertes. Kepler répond à Galilée et publie un livre pour consolider les découvertes de Galilée. Galilée ne lui répond même pas. Galilée n'a jamais cru non plus aux orbites elliptiques. D'accord. Il ne croit pas que les planètes tournent autour du Soleil et font des ellipses. Donc, et puis en plus, il pense que les comètes sont des phénomènes atmosphériques. Il ne croit pas aux découvertes de Tycho Brahe. Donc, vous voyez, Galilée, il y a à boire et à manger. Mais c'était un type absolument génial quand même à côté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est jamais blanc et noir, vous savez. C'est un peu gris. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé, cette conférence, c'était vraiment top. Du coup, je vous demande, il existe un texte ou un petit livre qui ne soit pas un pavé et qui soit à peu près ce que vous avez fait là? Oui, vous avez deux trucs bien. Vous avez une histoire d'astronomie en poche, je vois qu'elle est encore éditée, de Jean-Pierre Verdet, qui est vraiment très très bien. Et puis vous avez, je crois, Verdet qui a fait un que sais-je aussi, une histoire d'astronomie. Ça, c'est vraiment très très bien. Ça va vous balayer, vous donner une synthèse de tout ça. Et c'est très accessible, il n'y a pas de problème. Ok. Si vous voulez aller plus loin… Non, moi, il me faut quelque chose de court, synthétique, exactement comme ce que vous avez fait là. Voilà. Prenez Jean-Pierre Verdet, une histoire d'astronomie ou son que sais-je. C'est absolument remarquable. Ok. C'est écrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire, c'est pas du recopiage. Vous savez, dans l'histoire des sciences, il y a des gens qui ont vu l'homme, qui ont vu l'ours, qui font du recopiage. Verdet a travaillé longtemps à l'Observatoire de Paris, c'était un vrai astronome en plus, et c'est consacré à l'histoire des sciences. Et lui, il travaillait avec les sources. Donc, ce n'est pas du recopiage de troisième main, si vous voulez. Il sait de quoi il parle, Verdet. Et c'est très, très clair. Ok, merci. J'espère. Alors, donc j'ai d'autres questions qui recoupent un peu les questions de Christophe là. Merci pour les Babyloniens. Et du coup, je me suis posé la question, les autres grandes civilisations, je pense aux Chinois, Inde, civilisations précolombiennes, ils en étaient où, eux? Est-ce qu'ils avaient fait aussi des observations du ciel? Voilà, parce que c'est les grands inconnus. Enfin, déjà, moi, les Babyloniens, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, ça commençait aux Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il y a des autres civilisations? Alors, j'en ai pas parlé parce que d'une part, c'est immense. Je ne suis pas compétent en astronomie chinoise ou en astronomie amérindienne. Je peux simplement vous en parler de façon assez succincte. Alors, vous avez compris dans ce que j'ai dit que l'apport des Égyptiens à l'astronomie, c'est zéro pratiquement. Il n'y a rien. Oui. Les Chinois, on connaît l'état de leur astronomie. Alors, ils ont fait des cartes du ciel, on le sait très bien. D'ailleurs, on a un collègue, Sylvain et moi, qui a beaucoup travaillé sur les anciennes cartes chinoises qui sont antérieures à Ptolémée. On a une bonne idée de l'état de l'astronomie chinoise lorsque les jésuites européens arrivent en Chine au XVIIe siècle, notamment des gens comme Ricci,
ils vont aller voir l'empereur, et donc ils vont porter un jugement sur l'état de l'astronomie chinoise à cette époque-là. C'est une astronomie qui est essentiellement une astronomie calendaire, c'est-à-dire basée sur les prédictions des solstices et des équinoxes, qui est très liée au calendrier à la mesure du temps. Il n'y a pas de recherche cosmologique, il n'y a pas vraiment de table astronomique aussi précise qu'en Occident. Ce qui fait que les jésuites européens vont être extrêmement arrogants en arrivant là-bas, en déblayant le chinois, en disant « Regardez, nous on a des tables dauphines de Kepler, hein, on est capable de prévoir des trucs déments. » Donc, on pense qu'on a des mesures chinoises faites au gnomon qui sont très lointaines, au moins 10e siècle avant Jésus-Christ, qui va être utilisées d'ailleurs par Laplace, le mathématicien astronome, hein, pour certaines de ses théories sur le fait que l'axe de rotation de la Terre ne garde pas une direction constante. On a des annales chinoises qui sont très anciennes. C'est aussi l'intérêt de ces sources en astronomie. Vous avez compris que l'astronomie, c'est vraiment la science qui est très liée au temps. Et donc, pour mettre en évidence des phénomènes très très longs, plus vous avez des phénomènes lointains dans le passé, comme des mentions d'éclipses ou des observations, par exemple, chinoises, plus vous allez lisser sur un grand intervalle de temps et plus vous allez pouvoir mettre en évidence ces petites variations de certains éléments. Est-ce que l'idée du géocentrisme était arrivée chez eux ou pas? Alors, l'héliocentrisme. Non. L'héliocentrisme, c'est difficile à dire, mais pas difficile, non, c'est factuel. On n'a pas de source qui montre qu'avant Copernic, on a des idées héliocentriques. Alors, j'ouvre une parenthèse. Dans l'Antiquité, on a quelqu'un comme Aristarque de Samos qui a déjà émis cette idée héliocentrique. D'accord ? Aristarque de Samos, j'en ai parlé, c'est celui qui fait son traité sur les distances de la Terre au Soleil et de la Terre à la Lune. On a son traité en grec, mais on sait qu'il a traité de l'héliocentrisme, qu'il a émis l'hypothèse, et certainement parce que Aristarque de Samos devait enseigner et qu'il a imaginé comme un problème pour ses élèves, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil. Copernic n'a pas pu connaître cette hypothèse d'Aristarque de Samos parce qu'on connaît cette hypothèse d'Aristarque de Samos dans un livre qui s'appelle l'Arénaire, qui est un texte d'Archimède, et ce texte est publié en 1544, un an après la mort de Copernic. On a aussi quelques précurseurs, entre guillemets, comme les pythagoriciens, qui parlaient d'un feu central, que le Soleil et la Terre tournaient autour d'un feu central. C'est pas vraiment l'héliocentrisme. Donc, je vous engage vivement à acquérir cet excellent boîtier de 3 volumes aux belles lettres, où dans le tome 1, avec mes collègues, on fait toute une histoire des précurseurs dans l'héliocentrisme, et on ne sait pas répondre, et personne au monde ne peut répondre à cette question. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez un type au XVIe siècle, comme Copernic, qui balance l'héliocentrisme? Parce que dire que la Terre tourne autour du Soleil, why not, hein? Peut-être que les Chinois ou les Grecs l'ont eu avant, mais entre le dire et baser une cosmologie et en tirer des prédictions à partir de ce système, ça, il n'y a que Copernic qui le fait. Les Arabes, les Perses et les Chinois ne l'ont pas fait. Idem pour les Amérindiens. On sait que lorsque les conquistadors arrivent et sont confrontés à la civilisation Inca ou Maya, là-bas, vous savez qu'ils vont massivement les zigouiller. En plus, ils vont détruire beaucoup de leurs codex. On en a assez peu qui ont survécu. On a donc une idée très lacunaire de cette astronomie maya qui est étudiée aujourd'hui par des collègues américains sur lesquels je suis absolument totalement incompétent. On connaît quelques éléments sur leur calendrier, mais vous dire qu'ils avaient des théories du mouvement du Soleil, de la Lune et une cosmologie, ça, je ne le sais pas. Ok. Bon, ben, mystère. Donc, deux autres petites questions encore. Sur la vitesse de la lumière. À partir de quand les humains se sont dit il y a une vitesse, et à partir de quand on a pu à peu près en déterminer l'idée? Alors, la vitesse de la lumière va être mesurée à l'Observatoire de Paris en 1676 par un astronome qui s'appelait Olaf Rømer. Il se trouve que on est donc au XVIIe siècle, et vous avez un grand astronome de l'Observatoire qui était l'abbé Jean Picard, et Picard part en voyage à l'île de Rven, où observait Tycho Brahe, pour déterminer les coordonnées précises de l'île de Rven pour pouvoir exploiter des observations de Tycho Brahe. Et donc, il se balade dans la région et il ramène dans ses bagages un jeune astronome qui s'appelle Olaf Rømer.
qui va donc être employé à l'Observatoire de Paris, et Romer va observer les satellites de Jupiter et va s'apercevoir qu'il y a des avances et des retards dans les éclipses des satellites ou les occultations entre ce qui est prévu et ce qui est observé. Et il va montrer en 1676 que ce décalage entre ce qui est vu et ce qui est prédit eh bien, provient de la vitesse de la lumière, et c'est lui en 1676 qui exprime la finitude de la vitesse, qui va être déduite par la suite. Notamment Bradley, avec sa découverte de l'aberration, permettra d'affiner ces vitesses. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour avoir avec Fizeau des mesures extrêmement précises avec ses expériences de roue dentée de la vitesse de la lumière. L'idée même de la vitesse apparaît au 17e, 16e, 17e. Absolument, absolument. D'accord. La 17e, 1776, Romer, observateur de Paris. D'accord. Et dernière question, j'arrête de vous embêter, c'est pour rebondir avec la question de Christophe. La trigo, pi, chez les humains, ça arrive quand ça? L'Almageste, mais bien avant. Vous prenez l'Almageste, donc 2e siècle de notre ère, non seulement on maîtrise la trigoplane, alors on n'appelle pas ça, on appelle ça trigonométrie. Le mot trigonométrie date du mémoire, je crois, c'est 16e ou 17e, c'est quelqu'un qui s'appelait Pitiscus qui va employer le mot trigonométrie. Mais on a ce qu'on appelle des tables des cordes, d'accord, dans l'Almageste. D'ailleurs, ça débute par ça. L'Almageste, c'est d'abord les outils mathématiques, et donc c'est la fonction sinus, dont on peut déduire aussi les fonctions cosinus, et on connaît également la trigonométrie sphérique, avec le théorème de Ménélaos. Donc, il y a quantité de problèmes dans l'Almageste qui sont des problèmes de trigonométrie sphérique qui sont traités à cette époque-là avec Ptolémée. On pense que ça remonte bien avant, mais on n'a pas de source. Alors, c'était ça la question. Est-ce que les Babyloniens ou les Égyptiens maîtrisaient pi? Alors, oui, absolument. D'accord, ok. Donc, ils maîtrisaient pi. D'accord, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir parce que… Oui. D'accord. Okay. Alors, notre vision avec pi, ce que vous appelez pi, c'est 3, 14, 116, c'est ça? Oui, oui. Alors, en trigonométrie, quand on met dans un triangle pi moins un angle, les anciens ne travaillent pas comme ça. Hein. Ils disent 90 degrés moins. Notre usage trigonométrique est très lié aussi au système sexagésimal babylonien. Vous le voyez aujourd'hui en mathématiques, en astronomie et même dans votre montre, les heures sont divisées en minutes et en secondes, et on travaille en système sexagésimal, d'accord? Eh bien, c'est typiquement babylonien. On travaille en base 60. Ça, c'est les mathématiques babyloniennes. D'accord, ok. Mais la surface d'un cercle, le diamètre, etc. C'est absolument. D'accord. Ok. Bon, ben, merci. Ça donne envie d'en savoir beaucoup plus. Et n'oubliez pas, par exemple, une chose, Apollonius de Perge, dont j'ai parlé, 3e siècle avant Jésus-Christ, a écrit un traité qui s'appelle les Coniques, écrit en grec. On le connaît d'ailleurs par la voie arabe. C'est mon éminent collègue Rochdi Rached qui l'a traduit. Et donc, dans ce traité sur les coniques, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, Apollonius de Perge forge les mots ellipse, parabole, hyperbole et écrit les équations. Il vous dit y égale x2, ça donne telle conique. C'est pour vous montrer le niveau. Hein. D'accord. D'accord. Okay. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Denis, s'il est encore prêt à répondre à des questions? En tout cas, vous voyez que c'est un puits d'érudition. Non. Comme 2-3 trucs. Non, ça va, tout est clair, vous êtes satisfait? Vous savez tout sur l'histoire de l'astronomie? Non, c'est vaste. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, après, il nous reste à lire. Non, mais bon, il y a le Verdé, il est très très bien, j'aurais dû le montrer. Il est vraiment très très bien pour une initiation. Après, si vous voulez creuser, et je vais t'envoyer, Sylvain, en ligne deux vidéos de conférences, une sur l'astrologie et une sur la transmission des sources. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Je transmettrai ça comme ça. De toute façon, tout a été enregistré, donc si vous voulez revenir sur les détails, vous pourrez, sans aucun souci. Si j'ai dit des âneries, vous pourrez me le faire remarquer aussi. Hein. D'ailleurs, la gnomonique est éditée, c'est la collection L'âme d'or aux belles lettres. Oui. Non, collection des âneries. Non, ben oui, non, parce qu'on connaît aussi des ânes titrés. Et tu en connais aussi. Bon, donc, merci beaucoup, Denis. Je t'en prie. Je ne peux pas t'applaudir, mais… Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre.
parce que on ne sait pas tout. Voilà. Moi, j'ai une question Oui, Christophe. sur la célérité de la lumière, Oui. puisque c'est toi qui l'a mis en évidence expérimentalement, mais bien avant Romer, il y avait déjà des expériences pour essayer avec l'idée que la vitesse de la célérité finie de la lumière. Ah bah avant, on a des idées évidemment sur la transmission de la lumière, mais on ne connaît pas sa vitesse et c'est très très flou. Hein. L'optique, ça naît vraiment avec Newton et avec un peu Kepler. Ptolémée a fait une optique où il aborde les problèmes de réfraction notamment, mais Alazen chez les Arabes aussi travaille sur l'optique, mais sur la lumière, ça reste extrêmement flou. Hein. Et que la lumière ait une célérité finie, on a une date pour est-ce qu'avant on estimait que c'était infini et à un moment on a estimé que c'était fini, ou est-ce qu'on a toujours cru que c'était qu'elle avait une certaine vitesse? Non, avant on sait presque rien. C'est vraiment très novateur. La découverte de Romer en 1676 sur la finitude. Il ne vous donne pas la vitesse. Hein. Je vais vous envoyer le texte d'ailleurs qu'il publie en 1676. Vous allez le voir. Il faut toujours se confronter aux sources. Vous allez voir ce qu'il dit. Ça, vous pourrez bien interpréter sa découverte avec les satellites de Jupiter. Mais avant, sur la lumière, non, on patauge complètement dans la semoule. Et ça va pas être. Il ne faut pas croire que parce qu'on a exprimé la finitude, on va tout de suite comprendre ce qui se passe. Vous savez que la lumière, ça va être un sujet de recherche extrêmement important. Chez Newton, notamment, avec la décomposition avec le prisme et la recomposition avec son disque, vous savez, pour la lumière blanche. Mais ça va être longtemps un sujet de recherche. L'arc-en-ciel, on va mettre du temps à comprendre ce que c'est que le phénomène naturel. Et n'oubliez pas que même encore au XIXe siècle, la dualité onde-corpuscule fait débat chez les physiciens. Hein. Donc, la lumière, c'est vraiment un champ entier de recherche sur lequel il faudrait faire un cours, en fait. Hein. Donc, moi, je vous apporte uniquement le point sur l'apport de l'astronomie dans cette partie de la physique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on comprend assez tôt que certains astres réfléchissent à la lumière que leur envoie la lumière. D'accord ? On pense qu'il y a des astres qui émettent la lumière, et on pense qu'il y en a qui la réfléchissent. Ça, on comprend dans l'Antiquité. Mais sur la... Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un moment fondateur pour se dire que la lumière est finie, ou une expérience ou un élément qui leur a dit s'il se passe ça, c'est que la lumière, c'est que la vitesse de la lumière doit être finie? Eh bien, Romer. Je vous envoie le texte de Romer. D'accord ? Parce que c'est lui vraiment qui apporte une preuve majeure à cette finitude. Et c'est vraiment avec lui que ça débute. Ok, merci. Je vous en prie. Je note tout ça. Pas d'autres questions ? J'en vois encore une, Nathan. Avec caméra. Voilà, j'ai mis comme ça. Je mets tout d'un coup. Oui, j'ai une petite question. Je sais que par exemple, on a beaucoup utilisé pendant un long moment les étoiles pour se repérer en navigation. Oui. À partir de quelle date est-ce qu'on a vraiment eu la première carte des étoiles? On a eu la première carte, on a vu un petit peu ce matin la carte des étoiles, mais à partir de quel moment est-ce qu'on a vraiment eu une carte pour se servir, pour se repérer en tout cas en navigation? Alors, des cartes, on a des sphères de l'Antiquité sur lesquelles on a des constellations, hein, d'accord. Je ne me rappelle plus, le nom m'échappe, mais on a, vous pouvez voir le musée d'ailleurs de Naples, le musée d'archéologie de Naples, il y a ce célèbre atlas qui porte, voilà, c'est l'Atlas Farnèse, où là on a représenté les constellations de Ptolémée avec des positions d'étoiles dessus. Et donc, les premières cartes d'étoiles, c'est vraiment à partir du 15e, 16e siècle. Ok, très bien. Alors, n'oubliez pas que jusqu'à Tycho Brahe, le seul catalogue d'étoiles disponible en Occident, je dis bien en Occident, c'est le catalogue de Ptolémée, donc 2e siècle de notre ère. C'est 48 constellations, 1022 étoiles. Et il faut attendre Tycho Brahe, enfin, il faut plutôt attendre que Kepler publie les observations de Tycho Brahe pour qu'on ait un catalogue d'étoiles beaucoup plus précis. Le changement important, c'est début du XVIIe siècle avec Bayer dans son atlas, qui va le premier désigner les étoiles par une lettre grecque. Vous savez, on dit alpha grand ours, bêta grand ours, etc. Ça vient de Bayer, et donc on est début du XVIIe siècle. Ok, super. Merci.
Pas d'autres questions? Non. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut remercier Denis. Un grand merci. Et, Denis m'a promis de m'envoyer son PDF, donc je vous le retransmettrai, ainsi que l'enregistrement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause. Et pour ceux qui veulent, on peut reprendre à 4 heures et faire une dernière séance de questions-réponses et de petits bilans du stage, si vous en êtes d'accord. Donc, merci beaucoup, Denis. Je vous en prie. Au revoir et à tout à l'heure pour les autres. Entendu. Au revoir. À tout de suite.